merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre magazine Entrepreneur. Donc aujourd'hui, on parle de la délégation des tâches. Donc comment déléguer les tâches pour respirer, pour justement pouvoir passer aussi à autre chose et travailler efficacement. Donc ce matin, je suis avec Madame Dado Noviekou qui est avec nous pour nous en parler. Donc tout à l'heure, Madame Dado, on parlait donc justement enfin, de la délégation, comment la répartition des tâches, comment un vrai manager, un vrai leader, comme vous disiez tout à l'heure, euh, il faut que le vrai leader sache déléguer les tâches pour pouvoir aussi permettre à ses collaborateurs d'apprendre. Mais de vous à moi, mais il y a des leaders il y a des managers même qui connaissent pas réellement leurs collaborateurs, qui savent même pas qui est capable de faire quoi, qui est compétent Mhm. dans des tâches, hein. Donc quand c'est comme ça, c'est un peu difficile pour eux, puisqu'ils arrivent comme ça. Oui, on ne peut pas confier des tâches puisqu'ils ne connaissent pas les compétences des Oui, gens. ce que tu dis est vrai, c'est une réalité aujourd'hui et ça c'est peut-être aussi justement le cas de ces leaders en fait qui veulent tout Hmm. faire seuls. En fait, comme je l'ai dit, aujourd'hui tu peux pas dire ou prétendre tout gérer, c'est pas possible. Il y a tellement de choses et c'est pour cela que dans une structure, dans une entreprise, dans une organisation, il y a justement des collaborateurs parce que c'est des niveaux, des paliers de Oui. responsabilité. Quand tu as le secrétariat, elle est, bon, le ou la secrétaire est là pour produire les tâches administratives, les courriers, Hmm. gérer un peu les visiteurs et tout. Le patron ne doit pas faire ça. Et donc forcément, d'une manière, je dirais, structurelle, il a même déjà délégué Cette en ayant le partie-là. poste Hmm. de secrétariat. Oui. S'il a le poste de communication, donc le chargé de communication, on lui a délégué une partie, je dirais, une partie de responsabilité de l'organisation qui est de veiller à la communication, à la visibilité, à l'image de la structure. Hmm. Donc déjà, il y a des tâches structurelles qui sont de facto déléguées, mais dans le travail du manager, il y a des moments où il y a des tâches qui sont de sa responsabilité. Hmm. Mais il sait que lui seul, il ne peut pas parce qu'il a plein de choses. Donc, il confie des responsabilités à ses collaborateurs qui le rencontrent et lui peaufinent. Mais justement, pour arriver à ça, il faut pouvoir connaître, comme tu dis, Connaître. ses collaborateurs. Mais comment connaître ses collaborateurs si, par exemple, il n'y a pas de réunion qui se fait? Il n'y a pas de temps d'échange avec les collaborateurs. Il n'y a pas de temps d'évaluation avec les collaborateurs en fin d'année, par exemple. Parce Hmm. qu'il est bien, en fin d'année, de faire ce qu'on appelle Un bilan, l'évaluation, le ouais. bilan du personnel. Hmm. Et c'est une occasion de discuter tête à tête avec chaque employé. Hmm. Je peux vous assurer que ce n'est pas évident, mais quand vous arrivez à le faire, c'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui vont vous dire des choses qu'ils n'ont jamais dites et qui Exact. n'en diront même pas en Hmm. réunion parce qu'il y a les autres collègues. Et donc, il faut être ce collaborateur-là, en fait, qui, je dirais, met les autres en confiance et qui leur prouve qu'en fait, tu peux parler, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de barrière, en fait. Donc, c'est au collaborateur, non, au manager de savoir briser les barrières entre lui et les collaborateurs pour que ces personnes s'ouvrent à lui. Mais au même moment, il doit garder son autorité de responsable. C'est pas parce que il faut collaborer que, ou bien il faut, C'est pas ami-ami, quoi. C'est. voilà, il y a Hmm. quand même un minimum de Hmm. distance qu'il faut avoir, pour ne pas dire de distanciation. Mais au même moment, tu es là, voilà, de façon collégiale, Oui. tu collabores avec tes collègues. Donc, à toi de savoir comment. Par exemple, tu viens de finir ta journée, tu es en train de partir. Tu arrives à la guérite et tu te rends compte que l'agent de sécurité de la société a changé. Parce que des fois, il faut des rotations. Oui. Et que la personne qu'on t'a envoyée, tu ne l'as jamais vue. Parce qu'en fait, ce n'est pas toi qui gères directement. Mais quand tu vois cette personne, tu ne le salues pas juste. Même là, d'abord, il faut saluer. Il faut Voilà. saluer, Et déjà. puis, ah, tu es nouveau. C'est-à-dire, ça commence comme ça, Hmm. des petites banalités. Mais en fait, tu veux découvrir qui il est. Des fois, vous êtes surpris que les agences de sécurité qu'on a aujourd'hui, c'est en fait des étudiants en licence, en Oui, qui maîtrise. ont des Mais compétences, si tu sais pas, énormes. si tu sais pas, Oui. tu demandes pas, tu sauras pas. Donc il faut demander parce que lui ne fera pas le pas vers toi pour dire ah patron en Je fait suis ça, je suis ça. non, c'est toi Non. qui fais le pas vers lui parce que ça te permet de savoir qui tu as. Maintenant dans les réunions, comme je le disais, il faut organiser des réunions pour faire le point des activités. C'est Régulièrement. là que tu vois qui Ouais. s'exprime mieux, qui maîtrise ses dossiers, qui a des difficultés de respect de délai,
c'est en réunion que tu le fais. Mais si tu n'as jamais de temps de réunion avec tes collaborateurs et que tout le monde est dans son coin, tu ne confies rien, les gens sont oisifs, en fait, tu ne peux pas savoir qui peut, qui ne peut pas. Oui. Donc, il faut créer des opportunités aux collègues de pouvoir, en fait, se montrer. Et c'est toi qui sais ce que tu cherches en créant telle activité. Des fois, c'est des activités de renforcement, de team building que vous faites hors du bureau qui te permet en fait de voir le vrai visage de tes Oui, collaborateurs. parce que Des c'est fois, pas les gens pareil, hein. sont très gentils, très Oui. polis, mais en fait, dans des situations, tu es peut-être dans un coin, mais tu vois comment il interagit avec son collègue. Et c'est là que tu vois s'il est vraiment poli, s'il est vraiment ci ou ça. Donc, c'est au manager de savoir créer des conditions pour pouvoir justement découvrir ses collaborateurs. Maintenant, il faut aussi dire que pour découvrir quelqu'un, il faut aussi un peu de temps d'observation, Exactement. un peu de temps d'interaction avant de savoir qui j'ai en face. Maintenant, il faut aussi le dire, il y a des gens avec qui vous allez travailler 10 ans, mais vous n'allez pas les connaître. Mm. Ah Donc, ils sont oui, il y très a des fermés, gens hein. qui sont aussi voilà, très réservés, très habiles, on va même pas dire réservés, mais habiles à cacher ce qu'ils sont. Oui. Mais au maximum, tu as fait de ton mieux pour connaître tes collaborateurs, pas pour connaître leur vie privée, hein. On n'en a forcément pas besoin. Même si des fois, oui, il est important de savoir qui habite où, c'est aussi important. Qui habite où, qui a quelle famille, est-ce qu'il est marié, célibataire, tout ça, tu as te donner une idée. Si par exemple, un de tes collaborateurs vient d'avoir un nouveau-né, tu ne dois pas être indifférent. Tu dois au moins témoigner, C'est ça. voilà, cette joie de dire ah félicitations et tout. Et c'est en ça en fait que le collaborateur de façon naturelle en fait se laisse découvrir. Mais si tu es du genre le patron très très carré, rigide, à qui Qui dit à peine bonjour, bonjour, qui s'en fout de tout le qui ne monde. considère personne, Non, rassure-toi que tu n'auras pas une idée de qui tu es avec toi et tu ne sais exactement. même pas si tu as dans ta boîte des ennemis. Tu sais pas. Donc oui, parfois C'est parce ça. qu'il y a même dans ta boîte des gens qui sont là, qui sont envoyés en fait en mission. Mm. Donc ça dépend de la structure. Donc il faut connaître tout ça et il faut être un peu flexible et pour justement savoir qui est qui et aider à avoir un équilibre au sein de la structure, une harmonie. C'est pas toujours évident. Les gens viennent avec leur culture, leur caractère. Il faut arriver à avoir une harmonie et c'est là que vraiment, de façon naturelle, les choses vont comme cela se doit. Et dans la délégation aussi, on est d'accord que ben, si on confie une tâche à Coco, c'est parce que Coco peut le faire et les autres ne sont pas jaloux. Donc, Oui, mais si tu ne crées pas une harmonie au sein de la structure, à un moment donné, on va dire, mais pourquoi c'est à Coco on a donné? on En a fait, c'est donné Coco qui peut le faire, c'est pour ça. Et donc, des fois, il faut être assez, je dirais, le bon manager le bon qui sait manager. C'est pas vraiment... facile, hein. Non, c'est pas facile, mais ça s'apprend. Oui. Enfin, ça s'apprend parce que ce n'est pas non plus je dirais, de facto, quoi. C'est-à-dire que c'est un processus. Toi-même, tu peux beau lire voilà, des livres sur le leadership, le management, le reste est dans la pratique. C'est dans la C'est en pratique. pratiquant justement que tu vois où est-ce qu'il faut améliorer, où est-ce qu'il faut ajuster. Maintenant, en déléguant, forcément, quand tu délègues aujourd'hui, tire les leçons. Peut-être c'est la dernière étape. Il Ouais. faut tirer les leçons pour que demain, tu fasses mieux la délégation ou que cette délégation se passe bien. Donc, tu ne délègues pas et puis que si en temps, ça n'a pas marché, tu te dis que, ah, c'est pas grave. Non, Ouais, il j'aurais faut pas dû. tirer Oui, les leçons et exactement. donc ne pas avoir peur, en tout cas, de déléguer parce que ça fait du bien à tout le monde. Ça Et soulage. je sais que, pour la petite histoire, je sais que ça te permet même de faire plus que ce qui est attendu de toi. Ouais. Parce que ça te permet de faire autre chose, d'aller vraiment vers des tâches, je dirais, essentielles, des tâches ou bien des activités stratégiques, parce que les activités stratégiques, c'est le premier responsable qui les gère. Il y a des rencontres avec des partenaires que tu ne dois pas louper, il y a des nouveaux contrats que tu dois aller négocier, mais justement, c'est parce que tu as délégué des tâches, je dirais, Pour gagner du temps, pour secondaires, pouvoir, voilà. c'est parce que tu as délégué des tâches secondaires que justement tu as le temps pour les tâches, bon, je ne vais pas dire des tâches, mais des activités stratégiques qui te met en premier plan et qui te permet justement de maintenir un certain nombre de résultats et de rendements. Exactement. On va passer à la rubrique de Coco. L'Afrique brille partout, et ben surtout chez nous, hein, puisque c'est ici qu'on est. La régie, s'il vous plaît.
Rebonjour Coco, ça Bonjour va? aussi, ça va? Tu as appris beaucoup là? Bah, beaucoup, tellement. Mais oui. Et puis Merci, merci. ça Oui, sert bien sûr, beaucoup. bien sûr. Est-ce que ça sert aussi dans le métier que tu vas nous présenter aujourd'hui? Oui, il faut le dire. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser exactement sur les forces de l'ordre Ouh là là. et particulièrement sur les militaires et leur rang dans l'armée. Souvent, on n'en parle pas, on a peur, Ah, on a on se peur. dit c'est carrément un autre monde où il ne faut pas aborder, mais il y a beaucoup de ces jeunes qui aspirent à devenir peut-être des militaires et c'est le moment donc de les faire rêver. On y va. Alors, il faut dire qu'il y a en tout pour tout 21 rangs. Si tu voudrais passer à chaque niveau pour devenir un jour un maréchal dans l'armée, il faut faire 21 étapes. Alors, il faut commencer comme un soldat. Toute personne qui rentre dans l'armée aujourd'hui, on l'appelle un soldat. Ça, c'est la base. Alors, quand tu quittes le premier stade, tu tombes dans le soldat de première classe. Après, tu deviens caporal. Et les caporals, ils commencent par commander, diriger de petites troupes. Alors, quand tu quittes le rang de caporal, tu intègres le rang de caporal-chef. Après le caporal-chef, tu deviens un sergent. Et un sergent, c'est un sous-officier. Et pour devenir un sergent, il faut au moins avoir fait 7 ans de service minimum pour devenir un sergent. Et après, sergent-chef, et on monte au rang de adjudant, adjudant-chef, major. Et le major, c'est le grade le plus élevé chez les sous-officiers. Alors, après, on devient un aspirant. Aspirant, on tombe sous-lieutenant. Sous-lieutenant, on devient lieutenant, lieutenant-capitaine et puis commandant. Qui est un commandant? Un commandant, c'est un officier supérieur avec l'aptitude de commander un bataillon ou un groupe d'escadron dirigé par un sergent. Alors, quand on devient commandant, on a besoin encore de au moins minimum 5 ans pour devenir lieutenant-colonel. Lieutenant-colonel, et puis après on devient un colonel. Un colonel, c'est un officier supérieur avec l'aptitude de commander un bataillon. Le colonel plutôt, c'est le grade d'officier supérieur le plus élevé des officiers supérieurs. Et beaucoup de militaires aspirent un jour forcément à devenir un colonel parce que quand on est colonel, on a beaucoup plus le temps, on a beaucoup plus donc de facilité, même si ça demande beaucoup de prérogatives. Alors, quand on est colonel, on quitte le rang de colonel, on devient un général de brigade. Et un général de brigade, c'est un officier général qui dirige les régiments comptant en moyenne 1000 hommes. Et très souvent, il est au combat, il oriente, il donne des instructions, il a de l'expertise après au moins une quinzaine, sinon une vingtaine d'années dans l'armée. Alors, après le rang de général de brigade, on devient un général de division, après un général de corps d'armée et le général d'armée. On finit donc ce parcours avec le plus haut des rangs dans l'armée, qui est donc le rang de maréchal. Et en maréchal, il s'agit d'un officier général ayant la position la plus haute dans la hiérarchie de l'armée de terre. Il porte 7 étoiles d'argent. Et pour finir, quelqu'un se posera certainement la question de savoir, quand on parle de militaire, il s'agit de qui exactement? Parce que nous avons des policiers, nous avons des gendarmes, mais on parle aussi des militaires. Alors, ils ont une mission qui consiste à assurer la sécurité du territoire, de la population, de défendre les intérêts nationaux sur les terrains d'opération extérieures. Pour finir rapidement, pour espérer devenir, comme on l'a dit au tout début, un maréchal un jour, il faut espérer faire au moins 30 ans dans l'armée. Merci. C'est beaucoup d'années. Et de sacrifice. De sacrifice, waouh, c'est énorme, hein. Mais en tout cas, parce que c'est beau, c'est un beau métier, hein. Ah non, Ah forcément, oui, c'est un métier comme tout le reste ah oui. des métiers. Et quand tu dis c'est beaucoup d'années, en fait, le reste des métiers aussi, tu fais 30 ans de carrière, Ouais, c'est la même chose. ça fait la même Donc chose. maintenant, il faut savoir quand tu t'y engages, les responsabilités qui Mhm. t'attendent et puis la réalité. Parce Oui. que des fois aussi, les gens n'ont pas idée de la réalité, mais c'est clair que c'est une grande Oui. responsabilité et ils n'ont pas forcément une vie aisée comme nous, parce que les civils sont plutôt un peu plus relax, mais là-bas, c'est la discipline, c'est la rigueur et c'est ça aussi qui fait la beauté de leur métier. Et je pense que c'est des gens qu'il faut en tout cas honorer parce qu'ils Saluer tous font les un grand jours. travail. Exactement. Voilà. Allez, on applaudit, hein. Ah Wow. ouais. Un grand merci à toi, Coco, pour Merci ce ici. beau métier. Et Hmm. puis, si vous aussi, hein, vous voulez devenir militaire un jour, bah, écoutez, suivez-nous, hein, toute l'émission, hein, de Coco, il vous a tout dit. Et puis, bah, allez aussi vous informer parce que oui, il faut commencer un jour. Et faites votre choix, surtout. C'est le plus important. Ouais. Alors, Madame Dado, donc on arrive à la fin de l'émission. Donc,
Est-ce que, quels sont les avantages pour, on en a parlé un peu, hein, d'un manager, de savoir déléguer facilement, rapidement, efficacement, surtout Les avantages, hein. mm, pour D'accord. lui. Pour lui-même, ok, oui, on l'a dit. En déléguant, l'avantage premier, c'est d'alléger sa tâche à soi. Mhm. Et l'avantage, c'est de rester dans le délai. Donc, il y a Oui, un avantage temporel, il y a un avantage en termes de résultats, mais il y a aussi un avantage en termes de préparer la relève. Parce que plus tes collaborateurs sont capables de faire des activités, je dirais, stratégiques, plus toi, tu es, je dirais, déchargé oui, pour autre chose. Et tu peux même penser à de nouveaux projets, à de nouvelles idées, à de nouveaux partenariats. Donc, déléguer fait du bien à la structure d'abord, à soi-même qui délègue et à la personne à qui on à délègue. qui on délègue. Donc, la délégation fait du bien et il ne faut pas avoir peur de déléguer, il faut apprendre à déléguer. Et en déléguant, il faut aussi sensibiliser ses collaborateurs parce que si les personnes à qui on délègue ne sont pas conscients des enjeux, ils peuvent banaliser, hein, ce travail qu'on leur confie. Ils peuvent ne pas respecter les délais. Ils peuvent faire autre chose que ce qui leur a été demandé. Et au final, en fait, tu pourrais te dire, j'aurais dû le faire moi-même. Mais encore une fois, je le dis, tu ne peux pas faire tout seul. Il faut apprendre aux gens. Donc, il ne faut pas avoir peur. Maintenant, comme on l'a dit en amont, il faut savoir quoi on délègue. Ce n'est Quand on pas délègue. tout qu'on Oui. délègue. Voilà, on en arrive à la fin de l'émission. Un grand merci à vous, Madame Dado Noviekou, hein. Je rappelle que vous êtes coordinatrice nationale de WANEP Togo et de SIFA Group. Un grand merci à vous, hein, de nous Merci avoir ici éclairé. pour cette opportunité et vivement que cette émission puisse aider Ah les uns et oui, les autres à mieux déléguer. exactement. À mieux déléguer surtout. Ouais. J'espère que vous nous avez bien compris parce qu'il faut savoir déléguer. Très chers managers et chefs d'entreprise, allez-y, n'hésitez pas, faites confiance. Ça vous aide et ça vous aide aussi, surtout aussi l'état de santé, hein, c'est très Hmm. important. Un grand merci aussi à toi, Coco. Merci On se aussi. retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Très belle journée. Au revoir.